Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'utilisation d'isotopes stables pour étudier la matière de sol. On va parler des principes, approches et applications. Donc, c'est un sujet que j'ai travaillé pendant longtemps. En fait, j'ai travaillé depuis les débuts de mes études au Brésil. Et là, j'ai décidé aujourd'hui de partager avec vous surtout. L'idée, c'était vraiment de partager surtout avec la relève, justement, pour vous donner une idée de qu'est-ce on peut faire au niveau des approches utopiques pour étudier la matière de sol. Euh, là, c'est ici. Donc, ça, c'est les plans de présentation. Donc, je vais commencer par l'introduction, donc parler un petit peu des principes isotopiques, les techniques analytiques. On va parler des approches utopiques et leurs applications. Et à la fin, on va avoir une conclusion. Ben, d'abord, je ne sais pas si vous pouvez comment répondre, ou vous pouvez juste lever la main ou juste réagir, peut-être avec Zoom, hein. Est-ce que quelqu'un ici a-t-il déjà travaillé avec des isotopes stables ou au moins a l'intention de travailler? OK. Je vois qu'il y a Sandy. OK. Parfait. Ben, au moins, ben, c'est pas grave. Donc, on va essayer je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont travaillé déjà avec ça, mais on va essayer de décortiquer ça ensemble. Euh, comme Denise a dit, vous pouvez toujours euh, évidemment poser des questions. Donc, pourquoi s'intéresser à la matière de sol? Donc, déjà, on utilise un outil pour étudier la machine de sol, mais pourquoi étudier? Donc, c'est parce que la machine de sol, elle va jouer plusieurs rôles, en fait, dans le système, sur le plan. Par exemple, ici, à partir de la minéralisation de la matière unique, on va avoir la disponibilisation des nutriments comme l'azote, les phosphores, les soufres. Aussi, la matière unique de sol, elle a une charge résiduelle négative qui va contribuer en fait à l'augmentation de la COC de sol. Donc, on peut créer un genre de réservoir à court terme, mettons des nutriments cationiques pour les racines des plantes. Aussi, à la matière de sol, elle va aider à euh, augmenter la stabilité des agrégats de sol. Donc, elle va comme coller les particules de sol pour la création des micro et macro-agrégats. Donc, ça va aider à améliorer les structures de sol. Il y a aussi la matière organique, les carbones présents dans la matière organique, c'est sert comme source d'énergie pour toute la vie qui est existante dans un sol. Donc, elle va jouer alors un rôle important pour la biodiversité dans les systèmes sol-plante. Une autre chose importante aussi, c'est que, par exemple, si on s'intéresse au cycle de carbone, euh, la majorité aussi elle va jouer un rôle important là-dedans parce qu'on voit dans cette étude ici que les émissions en carbone, donc qui sont provenant des émissions en équivalent CO2 des sources d'énergie fossile, est de l'ordre de 8,9 gigatonnes de carbone par an. Et dans cette même étude ici, ils ont fait une estimation qu'il est dans les 2 premiers mètres de sol, quand on regroupe tous les sols de la planète, on a un stock de carbone dans le sol de l'ordre des 2400 gigatonnes qui se trouve dans la matière organique, bien sûr. Et si on divise en fait les émissions ici par les stocks total de carbone dans les sols, on a ces chiffres ici que c'est de 4 pour 1000 qui représenteraient en fait la quantité de carbone qu'on doit augmenter dans tous les sols de la planète dans les 2 premiers mètres pour compenser les émissions de carbone provenant des sources d'énergie fossiles. Donc ça, c'était une idée qui a été abordée lors de la COP 21 à Paris et qui voit en fait les sols comme pour la sécurité alimentaire parce que c'est la matière de sol comme pour la sécurité alimentaire parce que ça contribue à améliorer les attributs physiques, chimiques et biologiques du sol, donc produire plus d'aliments à long terme et aussi pour la régulation du climat, d'où au fait qu'elle joue un rôle important dans le cycle de carbone. Mais quand on parle de matière organique, c'est de ça, quasiment synonyme de complexité. Parce que dès qu'on fait l'analyse des carbones du sol, c'est comme un genre de boîte noire qui
on sait qu'il est là, on arrive à quantifier sa quantité totale, mais on ne sait pas d'où il vient, où il se trouve, dans quelle fraction. Donc, c'est comme si c'est difficile à savoir son origine, son devenir dans les temps. Par exemple, ici, à côté, nous avons par exemple, une plante, mettons, qui a le système racinaire, la parcélienne, qui vont, à un moment donné, il va mourir ou va avoir genre des isodépositions par les racines. Ça va contribuer les carbones dans les sols. Donc, les micro-organismes, les organismes du sol vont transformer ces carbones-là, vont utiliser comme source d'énergie. Ou à un moment donné, ils vont se trouver aussi dans différentes fractions, comme la matière organique particulière, qui est plus léger, il pourrait essayer de stocker dans le sol à court terme pendant moins de temps. Et on a la matière organique associée aux minéraux qui est plus lourde, qui est surtout associée aux minéraux du sol et qui peut rester stocké pendant plus longtemps. Donc, dans les sols, c'est ça. C'est comme si les carbones, la matière organique du sol, elle est associée à différentes fractions. Et ces différentes fractions, elles ont différentes fonctions, OK, dans le sol. Donc, une fois qu'on analyse les carbones dans le sol, on peut se demander des questions. Par exemple, quelle quantité de carbone provenant des plantes reste dans le sol, par exemple, et comment est-elle répartie dans différentes fractions? Toutes ces réponses-là, on est capable d'y répondre en utilisant des isotopes. Par exemple, ici, donc, c'est quoi une des solutions pour ça? C'est une, j'ai mis ici surtout parce que c'est une des solutions. On a d'autres outils qui sont utilisés pour étudier la matière du sol, mais les isotopes, ils représentent un grand potentiel. Donc, c'est comme si, alors là, si on voit pendant la petite image ici, donc on a les carbones anciens, les nouveaux carbones qui arrivent. Et là, tu te demandes d'où viennent ces carbones. C'est dans le sol, tout se mélange, mais les isotopes, ils racontent une histoire. Donc, c'est ça l'idée. Euh, Ici, si on commence à parler juste pour décortiquer qu'est-ce qui sont les isotopes. Donc, je pense que vous êtes bon en chimie, j'imagine. Mais les isotopes, c'est les mêmes éléments. C'est quand on parle d'isotopes, on parle d'un même élément, mais qui ont différentes masses. Donc, c'est comme si on parle de même élément, mais ils ont différentes masses. Par exemple, pour les isotopes stables du carbone, par exemple, on parle du carbone 12 et le carbone 13 ici. C'est tout du carbone, OK? La seule différence, c'est que le carbone 12, lui, va avoir 6 neutrons dans son noyau, alors que les carbone 13, lui, va avoir 7 neutrons. Donc, lui est un petit peu plus lourd que le carbone 12. Euh, et le carbone 12, lui, dans la nature, dans tous les carbones de la planète, lui, il représente 98, 18%, 98,9% des carbones présents dans la nature, alors que le carbone 13, lui, il représente entre 0,9 et 1,1% des carbones total dans la nature. Donc, et il se trouve dans la nature dans des proportions différentes. Et c'est exactement cette différence dans la proportion qui va permettre de les utiliser, comme on va aborder ça bientôt. Pour l'azote, c'est la même chose. Donc, l'azote, nous avons différents isotopes. Quand on parle d'isotopes stables, pour l'azote, on a l'azote 14, ici, il va avoir 7 neutrons dans son noyau, alors que l'azote 15, lui, il va avoir 8 neutrons dans son noyau. Donc, l'azote 15 est plus lourd que l'azote 14. Et aussi, dans la nature, on aura surtout de l'azote 14. C'est 99,63% de l'azote dans la nature, c'est de l'azote 14, alors que l'azote 15, lui, est vraiment en faible quantité dans la nature, c'est de l'ordre de 0,37% de toute l'azote qui est présente dans la nature. Euh, mais comment est-ce qu'on compare les choses, en fait? Pour comparer, pour pouvoir utiliser les isotopes, on doit avoir un genre de référence, OK? Et pour les isotopes, on parle des signatures, donc delta carbone 13. Et cette signature, elle parle, mettons, de quelle est, c'est comme si on voit la concentration des carbone 13 de notre échantillon, comme si on parle de sol, par rapport à la concentration des carbone 13 dans un standard, qui pour le carbone 13, c'est les VPDB, qui c'est un fossile marron, en fait. Et on compare, en fait, quelle est donc, tu divises la concentration de ton échantillon par la concentration dans les standards. Tu
soustrais les 1 de cette différence et tu multiplies par 1000. OK? Donc ça va donner ta signature. Et ça permet de comparer en fait les résultats qui sont obtenus dans différents laboratoires. Ici, vraiment, on va passer vraiment vite fait ici dans cette graphique ici, juste pour qu'on puisse voir comment ça se passe dans les systèmes. On voit ici, par exemple, pour les plantes C3, donc on parle par exemple de blé, d'ori, tout ça, ce sont des plantes C3. Et ici, les plantes C4, c'est d'une maïs, par exemple. Et eux, ils vont avoir une signature utopique différente. Par exemple, les plantes C3 vont avoir un petit peu négative euh, qui est les plantes C4. Et ça, c'est plus tu es négatif, ça veut dire que plus tu as approuvé en carbone 13 par rapport aux standards. Donc, si les C4 sont moins négatifs, ça veut dire qu'elles sont plus enrichies en carbone 13 que les plantes C3. OK? Et ça, pour exemple, juste pour vous montrer ici, dans les zéros ici, on voit par exemple les océans, donc c'est les carbones inorganiques issus dans l'océan. C'est proche du zéro, donc ça parle par exemple parce que on voit que les fossiles, c'est la référence. Donc, ça, ça, ça montre aussi, ça explique aussi pourquoi ils ont choisi ça comme référence. Et pour l'azote, c'est la même idée. On travaille aussi avec un delta l'azote 15. Euh, mais c'est le même principe. La seule différence pour l'azote, c'est que les standards, ça va être l'air. Donc, ça va être les N2 atmosphériques qui sera la référence. Euh, et comme pour les carbones, 13, nous avons aussi la proportion de la signature isotopique pour l'azote 15 dans différents systèmes, elle change. On voit ici, par exemple, que par exemple, ici, l'atmosphère, donc l'azote, les N2, mettons que ça va être zéro, surtout parce que c'est la référence. Et les plantes, on va voir des valeurs qui sont négatives, d'autres qui vont être positives. Euh, on voit, par exemple, que les excréments, par exemple, ici, on voit surtout des valeurs positives. La matière, dans les sols, mettons, la matière organique, ici, l'azote organique, ça va être surtout positif. C'est surtout aussi parce que l'azote, lui, il est consommé pendant les processus des biotransformations. Et on a toujours une tendance que les micro-organismes vont utiliser surtout l'azote qui est léger, donc l'azote 14. Et donc, ça veut dire que la matière organique qui reste, elle devient enrichie en azote 15. Et, euh, ben, au niveau des techniques analytiques, donc, on a les analyseurs élémentaires couplés à un spectromètre des masses rapport isotopique. En fait, c'est les principes, c'est que tu mets ton échantillon. Donc, on va avoir un analyseur élémentaire ici qui va faire la combustion complète de ton échantillon. Ensuite, les CO2 et les Ni2 ils vont être transportés par une colonne de gaz hélium ici. Ici, on va avoir un genre de dilution pour diluer le signal en fonction des courbes de calibration. Et ensuite, ils vont passer dans un spectromètre ici où il va faire les rapports entre la masse charge de chaque élément qui passe dans le spectromètre. Et comme ça, il est capable de détecter, mettons, de différencier quel est le carbone 13 du carbone 12, quel est l'azote 14 de l'azote 15. Donc, parce que comme eux, ils ont une masse différente et ils ont la même charge, mais une masse différente. Donc, quand tu fais les rapports masse-charge, tu es capable de différencier un isotope de l'autre. Donc, c'est ça les principes de la machine. Euh, on a des laboratoires qui font ça. On n'a pas partout dans le monde, mais je sais qu'au Canada, par exemple, il y a quand même beaucoup de labos qui sont capables de faire ce genre d'analyse. Ça va dépendre surtout de niveau des enrichissements de ton échantillon. Euh, et l'autre outil on va aborder aujourd'hui, c'est un autre outil que moi j'utilise aussi dans ma thèse. C'est le Nanosecondary Eos Mass Spectrometry, c'est le NanoSIMS. Lui, c'est le même principe aussi. À un moment donné, il va séparer
les isotopes par rapport aux rapports masse-charge. La seule différence, et c'est ça qui va différencier cette technique, c'est qu'il, lui, il est capable de cartographier. C'est comme si on prend un échantillon de sol, un agrégat de sol, et on va bombarder avec en source des ions primaires ici, ton échantillon est ici. Ici, on fait un zoom dans cette région ici. C'est ça que ça se passe. Donc, les ions primaires, ils tapent sur ton échantillon. Il va détruire la superficie de ton échantillon et il va émettre des ions secondaires et qui, en fait, ces ions secondaires ici, ils vont passer dans un champ magnétique ici. Et pour chaque région où ton ion primaire a tapé, il a libéré des ions secondaires. Lui, il va détecter la concentration, par exemple, en oxygène, en carbone 12, en aluminium, en fer. Il y a aussi, bien sûr, par exemple, les carbone 13, de carbone 12 l'azote 14 de l'azote 15. Donc, c'est comme si tu cartographies vraiment la composition chimique de ton échantillon. Et ça donne vraiment une puissance analytique parce qu'on est capable de visualiser directement comment les choses s'y passent au niveau des micro-organismes, par exemple. Euh, mais pour faire ce genre d'analyse, donc, on doit avoir de matériaux, OK? Le matériau pour analyser. Et pour avoir de matériaux pour analyser, donc un matériau enrichi ou avec une concentration détectable des carbone 13 ou l'azote 15, on a trois approches principales, c'est les marquages isotopiques continus, les marquages isotopiques par impulsion, donc la plus utilisée actuellement, parce qu'on va discuter pourquoi bientôt, et l'abondance naturelle. Par exemple, les marquages utopiques continus. À quoi ça concerne, en fait, c'est l'exposition continue au CO2 avec du carbone 13 tout au long de la croissance de la plante. C'est comme si ta petite plante, elle va grandir dans un genre de chambre, dans un genre de serre, où elle va recevoir toutes les CO2 de façon contrôlée et qui CO2, là, il va être enrichi en carbone 13. Donc, la plante, elle va assimiler ça on va contrôler la température, on va contrôler les débits de gaz dans la serre. Donc, la plante, elle va devenir de façon artificielle enrichie en carbone 13. Et donc, ici, nous avons un exemple. Donc, c'est un exemple qui a été fait avec l'avoine. Ils ont mis l'avoine dans une chambre pour enrichir en carbone 13. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont analysé. Ici, c'est drôle parce que dans le système, ils ont séparé les racines. Ils ont mis un genre des filets vraiment minces dans le système qui empêchent les racines d'y passer, mais qui permet les mycorhizes d'y passer à travers les filets. Et comme ça, tu es capable de calculer la contribution pour les carbones, des carbones 13 qui provient des ifs dans les sols. Et comme on voit ici, après, ils ont fait des analyses. Ils ont vu que, par exemple, quand tu laisses ça c'est avec l'if, quand tu laisses l'if passer ici, on a une augmentation de la concentration de carbone 13, donc de carbone qui vient de la plante, par rapport dans les traitements on n'a pas laissé les ifs des champignons mycorhiziens passer. Donc, on voit que les carbones qui étaient transportés par les ifs des champignons mycorhiziens. Et ici, c'est un contrôle où on n'a pas eu d'enrichissement en carbone 13, juste les carbones 12. Et aussi, ensuite, ils ont réussi à calculer combien, juste en utilisant la signature isotopique, ils ont réussi à calculer combien de carbone qui a été associé. Ça, c'est la fraction lourde, donc c'est les carbones organiques associés aux minéraux. La fraction légère, c'est pas associé aux minéraux, mais peut-être ce sont des ifs qui ont resté dans le système, des ifs vivantes ou des ifs mortes. Et le plus, donc ça veut dire les ifs des champignons qui peut-être qui étaient protégés dans des macro-agrégats dans les sols. Donc tout ça, juste en utilisant la signature isotopique. Pour les marquages isotopiques continus, on a des avantages et des limites. L'avantage principal, c'est que la quantification est précise du carbone assimilé et transféré vers le sol. Donc, puisque tu sais la quantité des carbones
que tu as mis dans ton système, parce que tu connais les débits de CO2 que tu mets dans ton système. Donc, tu connais exactement la quantité qui a été assimilée par la plante et qui a été transférée dans les sols. Le marquage est aussi homogène dans toute la plante, donc dans toutes les tissus, les racines, les feuilles, les fruits. Et les matériaux est très enrichi, normalement, dans ce genre de système. Les limites, c'est que c'est un équipement qui est très complexe, coûteux. Il faut vraiment être bien préparé parce que la plante reste tout le temps fermée dans un environnement. Et les conditions expérimentales sont vraiment strictes parce que tu dois contrôler l'humidité, la température et les flux de CO2 dans ton système. L'autre technique, c'est le marquage utopique par impulsion. C'est ça, en fait, c'est ça ce que j'utilise dans mon étude. Donc, ça, c'est un schéma que moi j'ai fait euh, euh, pour mon projet de thèse. Et les principes, c'est que c'est pas une exposition continue. Donc, c'est juste des quelques heures. Donc, quand tu exposes ta plante, tu fermes ton système. Donc, j'ai fermé ici, tout est hermétique. Et moi, j'ai créé un système ici pour produire de CO2 avec de carbone 13 et de ammoniac avec de l'azote 15. Euh, Pendant tout le développement de la plante, depuis que la plante, après quelques jours, en fait, que la plante est sortie, euh, j'ai choisi une journée de la semaine où j'ai fermé mon système. Ils exposaient les plantes au carbone 13 et l'ammoniac, carbone 13 de CO2 et l'ammoniac avec de l'azote 15. Et comme nous pouvons, j'ai pas encore des résultats que je peux vous montrer là parce que c'est comme ils ne sont pas encore publiés. Donc, j'ai choisi de peut-être donner l'exemple des autres articles qui ont été publiés. Nous avons cette étude ici qui a été faite ici au Canada aussi, qui montre, par exemple, si c'est différents étages, mettons, là, ils ont fait un enrichissement par semaine, comme moi, mais juste au début, ils ont injecté du CO2 juste au début du développement de la plante. Et donc, c'est ça la concentration en carbone 13. Ensuite, un petit peu plus tard, en fait, quasiment à la fin de son développement, donc elle avait déjà une partie aérienne bien développée, on voit que la simulation c'est beaucoup plus forte des carbone 13 dans ces cas-là. Donc, elle est beaucoup plus riche, les matériaux. Ici aussi, dans différents compartiments de la plante. Et ici, pendant toute la période, donc depuis que la plante, quelques semaines après que la plante est sortie, ils ont commencé à faire les marquages à chaque semaine. Et c'est ça là, qu'ils ont réussi. Donc, on voit quand même que si tu fais juste les marquages à la fin, on a quand même une homogénéité dans le démarquage. Ils sont quand même enrichis en carbone 13 ici. Il y a aussi une autre étude qui a utilisé aussi les marquages avec de ammoniac, comme moi. Et ils ont quantifié, par exemple, la quantité de l'azote qui provenait, mettons, de la plante. Donc, ils savaient que c'est l'azote 15 qui a été stabilisé dans les sols isosphériques, dans les sols entiers. Donc, c'est les sols, c'est pas les sols, c'est l'ensemble des sols. Donc, les sols isosphériques et les sols non isosphériques avec des différents traitements ici qui, en plus d'ajouter des ammoniac dans le système, donc la plante elle a assimilé l'ammoniac par les feuilles, ils ont ajouté aussi de l'azote dans les sols. Donc, ils ont vraiment juste pour vous montrer un exemple de comment les gens peuvent utiliser ce genre d'informations. Mais c'est surtout, cette étude-là, c'était surtout pour démontrer qu'on peut utiliser l'ammoniac pour étudier la rhizodéposition des racines parce que souvent les gens vont utiliser, ils vont mettre des fertilisants marqués en azote 15 dans le système. Le problème, c'est que tu as ce mélange dans le sol et à la fin, tu ne sais pas c'est quoi l'azote qui est venu de la plante, c'est quoi l'azote 15 qui est venu de la plante, c'est quoi l'azote 15 qui était déjà dans les sols. Donc ça permet de vraiment que la plante assimile ça par les feuilles et on sait que l'azote-là, il vient de la plante. Un autre exemple ici, par impulsion, donc c'est une étude qui a été faite, ça c'est un eucalyptus. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont pris la plante, ici, ils ont marqué dans une petite chambre, donc sans et avec la plante. Les sols, il est ici comme à côté des racines. Ensuite, ils ont découpé les sols ici dans différentes couches, dans différentes distances. Et ils ont mesuré, par exemple,
la signature. Donc là, vous voyez, donc c'est vraiment la signature. Il y a les delta carbone 13 qui a été mesuré. Les bleus, c'est dans le sol isosphérique, donc dans ces systèmes ici, où on a la racine. Et ici, c'est les contrôles, donc c'est où il n'y a pas de sol isosphérique. Donc, et on voit que qu'il est delta, il est plus important où se trouve où on a la racine. Donc, on a la isodéposition. Donc, ça vous dit que les carbone 13, il vient de la plante qui a été déposée par isodéposition. Et on voit ça parce qu'on compare ça avec un contrôle. Et, et aussi, en bas, on voit comment est-ce qu'ils ont fait les marquages. Donc, pendant, ils ont fait 10 événements de marquage pendant 48 jours ici. OK? Et en plus, ici, dans le petit graphique ici, ça montre qu'ils ont réussi à quantifier combien de carbone qui a été stocké dans la méum, combien qui a été stocké dans la pomme ici, libre, dans la pomme inclus. OK? Donc, c'est ce genre de travail qu'on est capable d'y faire avec l'azote, avec les marquages isotopiques par impulsion. Là, oui, il y a des avantages. Donc, l'avantage, c'est que c'est une méthode simple et flexible, donc, parce que tu n'as pas besoin de fermer ta plante pendant toute la période. Donc, c'est juste une journée par semaine, par exemple, que tu peux faire ça. Et, ça permet en fait de rendre ton système plus simple, OK? Tu n'as pas besoin de contrôler la température, les flux des gaz tous les temps. Permet d'étudier la distribution récente des photosynthétas. Donc, par exemple, si tu choisis de faire un marquage juste à la fin de l'état de développement de la plante, donc tu sais que les carbones qui a été stocké dans le sol, dans différentes fractions, il provient il est récent, il vient récemment de la plante. Donc, ça permet un suivi temporal fin du devenir de carbone. Le marquage est uniforme, mais sauf si tu l'appliques de façon espacée sur toutes les croissances de la plante. Donc, si on fait des marquages ponctuels pendant tout le développement de la plante, là, comme on a vu dans l'étude antérieure, il est capable d'avoir un marquage uniforme. Les limites, c'est que la quantité totale de carbone assimilé est inconnue parce que dans nos systèmes, la plante, elle a été exposée avec les CO2, avec du carbone 13, juste un période de temps. Donc, on ne connaît pas la quantité totale des carbones qui a été assimilé par la plante. Et donc, on ne sait pas la quantité totale qui vient qui la plante elle a assimilée dans ses racines, dans la partie aérienne, et qui à la fin a été stocké dans le sol. Cette formation, on ne va pas la voir. On peut faire des approximations. Euh, les résultats dépendent des stades de développement euh, au moment de marquage. Et en général, les matériaux sont moins riches en carbone 13 ou en azote 15 qui ont marquage continu parce que comme les marquages est ponctuel, donc normalement, ils sont moins riches en isotopes. Euh, mais ça reste quand même, on peut quand même quantifier la majorité des outils d'analyse et ils sont assez sensibles pour quantifier les carbontrices, l'azote 15 de ce genre de mécanismes. Et là, l'autre technique, l'autre approche, c'est qu'on utilise l'abondance naturelle. Euh, et pour le carbone, une chose qui est vraiment intéressante, c'est pour ça que je vais vous montrer dans le graphique de delta carbone 13, la différence entre les plantes C4, C3 et C4. Par exemple, ici, on a un système de blé et un système de maïs. Donc, les blés sont des plantes C4, les blés sont des plantes C3, et le maïs, c'est des plantes C4. Donc, eux, ils vont avoir une concentration en carbone 13 qui est plus importante que les blés. Donc, quand on change un système de blé vers un système de maïs, ou même un système des plantes fourragères pérennes comme la luzerne, euh, les fétuques élevés, qu'on on met des maïs à la place,
Donc, la tendance, c'est que le delta carbone 13 dans le sol, il va augmenter. Et comme ça, on est capable de suivre, de déterminer l'impact, mettons, de la culture du maïs, par exemple, sur les stocks de carbone dans ton système. Euh, Ici, par exemple, c'est un exemple qui a été fait, c'est un gros travail qui a été fait par Gregorich et collègues en 2021, qui, eux, ils ont étudié un système pendant 35 ans et où ils ont changé, il y avait des systèmes de rotation et des systèmes de monoculture de maïs. Il y avait aussi des forêts qui étaient comme des témoins, mettons, de l'état de l'état du stock de carbone initial. Et comme vous pouvez regarder ici, par exemple, on voit ici, c'est le delta carbone 13. Et ici, dans ces axes ici, c'est la profondeur. Et on voit très bien, par exemple, les systèmes du maïs ici, monoculture du maïs, c'est les deux cercles ici, noir et blanc. Ici, les noirs, c'est les fertilisés, et les blancs, c'est non fertilisés. Et on voit vraiment que le delta carbone 13, il est beaucoup plus important pour surtout dans la superficie, mais aussi en profondeur. Ici, par exemple, si on va des 10 à 30 cm, ici, il est beaucoup plus important, par exemple, que pour, ici, c'est les sèmes des prairies, des plantes fourragères, des G. Ici, c'est les petits triangles, les carrés, là. Et les forêts, ici, tout ici, vraiment en dernier. Donc, parce qu'elles sont moins riches en carbone 13, donc l'effet des mettre de maïs, augmenter ton delta carbone 13. Et ensuite, avec ça, en fait, tu en es capable de faire des approches intéressantes. Par exemple, tu es capable de calculer combien, par exemple, de résidus de maïs qui a été retenu dans le sol à chaque année. Donc, c'est ça qu'ils ont fait ici. Donc, par exemple, ils ont comparé un système de rotation, un système de monoculture. Donc, rotation, c'est une rotation de 4 ans. Donc, c'est comme si dans 4 ans, les maïs est sur place juste une fois, parce qu'après, il y a une rotation avec de l'avoine de l'étude, je pense que c'est ça, l'avoine, et 12 années de, de, de voyons, luzerne, c'est ça, 12 années de luzerne. Donc, et ils ont vu, par exemple, dans le système de rotation, la contribution ici, par exemple, de fertiliser, quand tu fertilises aussi des monocultures, donc vous voyez qu'on contribue à une plus grosse quantité de carbone qui est proportionnellement des carbones qui reste, qui est ajouté dans les sols des maïs et en fait, qui retourne dans les sols et qui reste ensuite stocké sous la forme de carbone organique dans le système de rotation de culture qui est dans le système de monoculture. OK? Donc, c'est vraiment, j'ai laissé toutes les références à la fin de ma présentation. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder ça avec plus de détails. Euh, et aussi pour l'azote, c'est surtout, comme on n'a pas en fait, les plantes ne font pas vraiment des différences. En fait, elles font une différence entre les l'azote 15 et l'azote 14, mais il n'y a pas, mettons, de différence entre cette sélection entre les plantes. Donc, on n'a pas, genre, une plante C3 qui assimile plus des carbones, de l'azote 15 qu'une plante C4. Mais les principaux processus qui va déterminer les fractionnements de l'azote 15, c'est vraiment la décomposition, les processus des biotransformations de l'azote. Parce qu'en fait, à chaque fois que les micro-organismes utilisent la matière organique, ils vont toujours préférer l'azote léger, l'azote 15, à l'azote 14, excuse, à la place de l'azote 15. Donc, c'est comme si la matière organique qui reste dans le système, elle devient enrichie en azote 15. Et ce genre d'information, c'est utile aussi parce que, par exemple, ici, dans cette étude, euh, ils ont étudié ces deux sols différents. Un sol qui, c'est de Pérou, je ne me trompe pas, et un sol qui est de la Chine, celui-là. Et c'est que c'est intéressant que c'est déjà, mettons, on voit que cette partie à droite de mon graphique, dans les deux graphiques ici, la partie droite, c'est la mineral fraction. Donc, c'est la partie, par exemple, la matière organique associée aux minéraux, associée aux argiles dans différentes profondeurs. Et ici, à gauche, ici, c'est la matière organique libre. Donc, c'est la matière organique particulière, pas libre, mais matière organique particulière qui s'est moins lourde, moins dense que la martinique associée aux minéraux. Et on voit que le delta
l'azote 15 dans la fraction lourde, c'est dans la fraction associée au minéraux, elle est plus importante que dans la matière particulière. Parce qu'en fait, la matière organique associée aux minéraux c'est souvent de la matière organique qui a été biotransformée, qui a été processée par le mécanisme, c'est de la nécromasse. Elle va avoir naturellement une signature isotopique plus importante en l'azote 15 que la matière qui est plus proche, mettons, des tissus des plantes. Euh, et ça, c'est vraiment intéressant comme information aussi. Ça donne une boîte d'outils au niveau d'analyse qu'on peut faire après. Ça va dépendre vraiment pour peut-être plus de l'imagination du chercheur, mettons, de créer des dispositifs pour répondre à différentes questions, mettons, des recherches qu'on va créer. Euh, si on parle des avantages et limites des méthodes, et là, je vais focaliser surtout sur les carbone 13 par rapport à l'utilisation des plantes C3 et des plantes C4. C'est que l'avantage, c'est que c'est une méthode naturelle. Donc, c'est non invasive. Donc, tu changes naturel entre guillemets, parce que déjà, c'est un système agricole. Donc, c'est l'humain qui a joué dans le système. Mais dans les c'est l'idée de qu'on change une couture par l'autre. Donc, il n'y a pas vraiment des enrichissements artificiels. Donc, c'est les systèmes qui vont travailler pour toi au niveau isotopique pour changer la signature isotopique de ton sol. Euh, Adapté aux conditions des champs. Donc, ça veut dire que, par exemple, si tu veux étudier l'influence des cultures du maïs sur les stocks de carbone après avoir changé pour le système des prairies ou un système de rotation maïs monoculture par rapport à un système de maïs rotation avec des plantes fourragères, par exemple, tu n'as pas besoin de faire des serres, d'aller sur le terrain et construire des serres, par exemple, pour marquer tes plantes. Parce que naturellement, les plantes, les différents systèmes, ils vont avoir différentes signatures isotopiques dans les sols. Ici, si tu veux pas, c'est quand même un genre de marquage continu. Donc, ça pourrait même entrer dans la catégorie de marquage continu du sol. Parce qu'en plus, ça peut donner vraiment une idée à long terme. Donc, comme nous avons l'exemple, là, mettons, en étude des 35 ans. Donc, les gens ont pris des échantillons pendant plus de 30 ans et après, ils ont comparé parce que les cultures en restent sur place tous les temps, OK, pendant chaque année. Et on est capable d'y faire ce genre de comparaison. Les limites, c'est qu'on dépend des systèmes C3 versus C4. Donc, ça nécessite quand même un changement des végétations qui c'est pas toujours évident dans toutes les conditions en pédoclimatique. Donc, les applications sont restreintes parce que l'utilisation uniquement dans les contextes climatiques où on peut, en fait, les deux, les pentes C3 et les pentes C4 peuvent, peuvent se développer, ils peuvent être comparés. Parce que, par exemple, on a des régions encore, par exemple, au Québec, si on prend le Québec comme exemple, on a des régions, par exemple, plus dans les nord, on n'est pas capable encore d'avoir de maïs. Donc, ces genres de systèmes, on peut pas envisager ce genre de système. Mais si on va plus dans les sud, par exemple, proche de Montréal, par exemple, Témiscamingue, ici où j'habite, on a déjà des gens qui font du maïs silage surtout. Un des limites aussi, c'est les faibles résolutions isotopiques parce que même si on a un enrichissement naturel, ça reste quand même minimum. Donc, parfois, en dépendant de combien de temps que la culture a été installée, la quantité, la signature isotopique n'est pas assez forte pour savoir la différence. Donc, c'est ça, ça exige une spectrométrie des masses très sensible pour détecter cette différence. Ça, c'était une étude qui a été faite. Par exemple, parfois, on ne veut pas juste savoir combien de carbone que la plante a mis dans les sols pendant qu'elle était vivante. Tu sais. Parfois, on veut juste enrichir en matériaux et après mettre ça en incubation. Ils voient comment les carbones 13 et l'azote 15 vont se transformer dans l'incubation. OK, dans un système bien simple, mais pour donner beaucoup d'informations. Par exemple, si c'est un travail, deux articles qu'on a publiés pour Vincent Poirier, c'est mon directeur de thèse, qui est en fait, ils ont les plantes, la plante a été enrichie
en la carbone 13 et l'azote 15, donc c'est une plante. Ensuite, elle a été mélangée avec de sol, topsol, subsol, ces résidus marqués. Et ensuite, ils étaient capables d'aller chercher, par exemple, la matière associée aux minéraux, dans les deux sols, combien de carbone qui est provenant de la plante, mettons, qui reste, provenant des résidus qui restent dans la fraction méon, et combien de l'azote, donc l'azote 15, provenant des résidus qui restent dans le sol, dans la phase sommium. Et on voit que dans les deux cas, ici, les subsols, lui, il retient plus dans cette fraction. Et une des explications pour ça, c'est parce que les subsols, ils sont moins riches en matière organique. Et on assume, en fait, actuellement que les, la méum, c'est une fraction qui peut saturer, donc elle a une limite de disponibilité d'ici de liaison. Et les sous-sols sont moins riches en carbone. Donc, avec ça, ils peuvent vous stocker plus de carbone dans la fraction minimum que les topsols, par exemple, parce ils ont un potentiel de stabilisation de carbone de l'azote dans la fraction minimum plus important que les topsols. Donc, c'est ça l'explication pour ces résultats. Et là, c'est que les choses deviennent très cool, c'est que nous avons un outil comme le NanoSeams qui permet comme je vous ai montré, de cartographier la position des éléments dans l'échantillon. Ici, c'est vraiment vite fait. Là, après, vous pouvez regarder un peu plus de détails dans l'article. Mais ici, c'est vraiment un résidu végétaux. C'est qu'on voit ici, c'est vraiment les ifs. Donc, ils montrent ici les ifs des champignons, ça profite. Ici, c'est des particules donc d'argile. Et ça, c'est la pomme. Donc, tout ça, c'est la pomme. Donc, c'est la matière organique particulière. Et ensuite, ici, par exemple, ils sont capables de faire des cartes. Donc, les bleus ici, c'est les carbones. Euh, les, hum, les verts, c'est de l'azote. Et les bleus, c'est de... Non, en fait, non, les rouges, c'est de carbone. Les verts, c'est de l'azote. Il est bleu, c'est l'oxygène, OK, dans l'image. Ici, ils ont été capables, par exemple, d'y voir quelle est la concentration en carbone 13, c'est comme un genre de, quasiment, on pourrait même dire un genre de signature pour les carbone 13 dans différents spots. Donc, ça, c'est ces spots ici, et ça, c'est ces spots ici. Donc, plus c'est proche du rouge, plus c'est riche en carbone 13. Donc, c'est quand même intéressant. Tu vois, les IF ici, donc les carbone 13 et tout, tout, tout. Donc, ça vous dit que peut-être ces carbones-là, ils viennent de l'IF. Donc, c'est très intéressant. Et là, c'est la même étude qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est comme on a les stocks total qui a été fait, mettons, de carbone qui reste dans les sols. Mais ensuite, ils ont réussi vous voyez ici à côté avec la NanoSeams, ils ont créé des images. Donc, ça, c'est des IF. Derrière, c'est un genre de microscope électronique à balayage derrière. Et ici, ils ont réussi à capturer des images des IF, mais en montrant la concentration en carbone 13. Vous voyez? Donc, les IF, elles sont vraiment enrichies en carbone 13. Donc, ça, on est capable d'y voir avec la NanoSeams. Euh, et ensuite, ils ont comparé, par exemple, la concentration des livres en carbone 13 avec celle des racines. Ils ont vu qu'il n'y a pas vraiment de différence significative. Donc, même si on a une tendance ici pour que le livre soit moins enrichi que le carbone 13, que les racines, mais ça reste quand même comparable. Donc, c'est quand même intéressant de savoir que ça veut dire que les carbones, la signature isotopique des livres est quasiment égale à celle des racines. Et donc, ça veut dire que si elle a contribué à la stabilisation du carbone, on peut utiliser avec beaucoup de certitude la signature isotopique juste des livres pour savoir quelle est la contribution euh, des ifs, des champions, des champions pour les stabilisations de carbone dans les sols. Donc, les avantages pour la NanoSim, c'est que d'abord, c'est une très haute résolution spatiale. Donc, là, on parle de l'ordre des 50 à 100 nanomètres de résolution. La cartographie isotopique à l'échelle subcellulaire, donc c'est comme on arrive à l'échelle en bas des échelles des cellules. Donc ça, c'est vraiment cool. La détection sensible des isotopes stables, donc on peut mesurer des isotopes stables avec nanosciences, donc carbone 13, l'azote 15, permet de localiser les hotspots biochimiques. Donc on sait exactement, on voit vraiment où les choses s'y passent dans ton échantillon, à la place d'avoir genre des moyennes totales de ton échantillon.
Combine les informations chimiques et spatiales. Donc, je peux être capable de savoir où se trouve quelque chose et en plus, arrive à quantifier au niveau chimique cette cartographie. Et c'est idéal pour étudier l'interaction microbe-minérale. OK? Les inconvénients, c'est que l'équipement est très coûteux et rare. On a juste entre 50 et 60 instruments nanosynth dans toute la planète. Donc, ce qui rend vraiment cher, c'est vraiment cher comme analyse. Euh, et la préparation des échantillons est complexe. Donc, s'il y a beaucoup c'est difficile à préparer des échantillons parce qu'il y a beaucoup d'exigences. Parce que il faut que ça soit sur la résine. La superficie doit être vraiment polie, plate, pour permettre, en fait, les bombardements justement des ions sur ton échantillon. Et en fait, c'est juste une petite surface qui est analysée à la fois. Donc, ça regarde quand même au niveau des représentativités, il faut faire attention. C'est ces données complexes à traiter. Donc, les images, comme vous avez vu, il faut traiter ça après avec des outils d'analyse d'images qui sont assez poussants, mais qui sont quand même complexes. Donc, il faut avoir un niveau d'expertise aussi à part pour ça. Et l'instrument est destructif aussi. Donc, même si on dit que si on analyse les choses vraiment directement sur les ton échantillon, ça reste quand même que c'est une analyse qui c'est destructive. Euh, donc, c'est quoi, c'est pour conclure, donc, c'est quoi le message à retenir pour cette présentation? Donc, les isotopes stables, ce sont des traceurs puissants de la matière de sol, ça c'est sûr. On a des différentes techniques, des approches disponibles. Moi, j'ai juste abordé quelques-uns aujourd'hui avec vous. Chaque approche présente des avantages et des limites, OK? Les choix dépendent des objectifs de ton projet et des questions de recherche. Donc, tu ne vas pas faire des analyses avec la nanoscience juste pour les fun, hein, parce que ça coûte cher. Donc, il faut que ça soit bien encadré dans ton projet, donc au niveau des questions. Les approches évoluent rapidement. Donc, avec la tendance croissance des couplages techniques complémentaires afin de mieux comprendre les processus étudiés. Donc, aujourd'hui, les processus avancent trop vite. Donc, souvent, les gens ils vont faire des couplages d'idées. Donc, tu ne vas pas faire juste nanosynth, tu vas faire aussi un spectromètre des masses pour faire un complément d'information. Et des nombreuses autres techniques qui n'ont pas été abordées dans cette présentation. Donc, c'est avec vous maintenant, peut-être si vous êtes encore curieux pour savoir qui a des plus dans les options, vous pouvez aller regarder.